Tous et bienvenue sur le mug numéro 225. Nous sommes le 22 octobre 2020 et on attaque tout de suite. Bonjour à tous, très content de vous retrouver ce matin. Salut Pierre-Yves, salut Phil dans ta chambre, très bon pseudo. Vous redoublez d'ingéniosité dans la chatroom, c'est assez génial. Le meilleur pseudo pour l'instant que j'ai vu, c'est vraiment le OnlyFans de Jérôme qui m'avait fait beaucoup rire. Moustache Gracias, putain mais vous régalez ce matin, c'est incroyable. Salut Jérôme qui est dans la chatroom avec nous, salut Yil 2021. Salut Technisavoir, je me suis levé pour toi ce matin, non je déconne. En plus tu mets ton message en avant juste pour me troller. Ça va être une bonne émission, ça va être super. Bon, en tout cas, très content de vous retrouver. Salut Christophe, salut l'Espoir. Salut, Oleg Impec qui lui aussi va sûrement m'envoyer des pains dans la tête. Mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Alors attendez, je teste des nouvelles petites choses, nouveau petit setup. Avec l'iPad ici pour gérer un petit peu, faire des sondages, passer un maximum de publicité. Non, c'est pas vrai, on vous épargnera ça. Non, mais par contre, effectivement, avoir les outils pour, sait-on jamais, avoir un chat en émoticône, ou alors lancer des sondages ou des choses comme ça. Enfin, tous ces petits outils, moi, il faut que je me familiarise avec ça parce que c'est vrai que j'ai pas tant streamé sur Twitch que ça dans ma vie. Donc, il faut vraiment que je me force un peu aussi à me mettre dans le bain des outils de Twitch. Et donc, voilà, je les ai sur l'iPad pour pouvoir pianoter dessus. Et voilà. Et puis, voilà. Et puis, si vous m'envoyez des pains, on va passer en émoticône. Et comme ça, vous direz plus rien. Voilà. Hein. Waouh, mais cette tasse, mais elle est incroyable. Mais mais Jérôme, je pense que tu peux nous en dire plus dans la chatroom. Non. Allez, aujourd'hui, on va attaquer sur les news. Vous le savez, le mug, pour ceux qui nous découvrent, c'est une émission où on fait une revue de presse de l'actualité tech. On parle de plein de sujets divers et variés autour des nouvelles technologies. Et écoutez, on va attaquer avec le Kawa. Un Kawa classique aujourd'hui, pas un Kawa particulier. On va parler iPad Air, on va parler Windows 10, on va parler de Chrome, on va taper un peu sur Google. Vous le savez que, voilà, moi, Google, salaud. Non, c'est pas vrai. Il y a plein de belles choses chez Google, mais il y a aussi des choses qui sont critiquables et on est là pour ça aussi. Je réfléchis, non, c'est bon, c'est parti, le Kawa. Et ce qui est incroyable aussi, ça vous le savez pas, mais j'ai aussi refait le setup avec le petit Stream Deck, le petit outil qui évidemment est coincé derrière des câbles. Ça aurait été beaucoup trop simple, mais vous savez ça pour switcher les scènes. Alors là, ouais, évidemment, ça ne va pas marcher. Mais Jérôme en avait parlé, je crois, dans une vidéo. Bref, j'ai refait un peu plein de choses, c'est très chouette. Kawa, aujourd'hui, mesdames et messieurs, Kawa, Airbnb, Kawa, Johnny Ive. Qu'est-ce qui se passe du côté d'Airbnb? Airbnb a embauché. Pas vraiment. C'est associé à l'ex-designer des iPhones d'Apple, Johnny Ive. Alors Johnny Ive, il est assez connu. C'est lui qui a conçu la forme de l'iMac, de l'iPod et de l'iPhone. D'ailleurs, récemment, j'ai revu un iPod Nano. Et effectivement, je trouve que ce sont des objets tech chez une amie de ma copine. Et je trouve que ce sont des objets tech qui ont plutôt bien vieilli. Pas au niveau de l'interface, mais vraiment au niveau du design. Si vous regardez des iPod Nano, même les vieux iPod Nano, ceux qui étaient rectangulaires comme ça, avec un tout petit écran, franchement, le design a plutôt bien vieilli, contrairement à certains Mac, vous savez, les Mac un peu... comment je pourrais dire? Les Mac un peu enfantins, là, qui étaient très colorés, que Steve Jobs avait effectivement beaucoup mis en avant.
Les Mac un peu grand public qui sont arrivés chez tout le monde. Ceux-là, je trouve qu'ils ont pour le coup plutôt mal vieilli. Alors bon, vous pourrez me dire un petit peu votre avis dans la chatroom. Mais les iPods ont plutôt bien vieilli, donc ça fait partie du taf de Johnny Ive. Et donc Johnny Ive a noué une collaboration spéciale avec Airbnb qui doit courir sur plusieurs années. Et en gros, bon, bah, il va designer des choses chez Airbnb. Il n'y a pas beaucoup de précision. Il y a, en gros, ce qui est écrit dans l'article, c'est Johnny Ive aidera Airbnb a développé l'équipe interne en charge du design. Je cite, hein, nous partageons les mêmes convictions sur la valeur et l'importance de la créativité et du design. Bon, une phrase qui finalement nous apporte pas grand-chose, hein, c'est un peu des phrases bateau, mais voilà. Hein. A souligné Brian Chesky, lui-même diplômé en design industriel. Bref, Airbnb voilà, se dote effectivement d'une personne qui, à mon avis, a l'air assez compétente. Hein. Johnny Ive est pas non plus... c'est pas Joe le rigolo, hein, comme on dit. Non, à mon avis, c'est plutôt un bon move de la part d'Airbnb. De toute façon, c'est jamais un mauvais, une mauvaise collaboration, je pense, de bosser avec Johnny Ive. J'ai pas assez de retours... Comment dire, j'ai pas assez lu les news autour de tout son taf en dehors d'Apple. Pour le coup, j'ai pas plus suivi que ça ce qu'il a fait depuis un moment, hein, parce en gros, il a créé sa propre boîte, Johnny Ive, pour s'écarter un petit peu d'Apple petit à petit. Donc, on verra ce que ça donne. La question au niveau du design, c'est sur quoi il va bosser chez Airbnb, parce qu'Airbnb, a priori, ne fait pas de produits. Ils ont vraiment que du design de leur site web. Bon, je sais pas trop, on verra. On verra. À travers sa boîte, exactement, B2V. Hein. Johnny Ive, il va bosser à travers sa boîte. Bientôt, un Airbnb Phone à 809 €. C'est marrant, ce prix est extrêmement précis, Brayou. Pourquoi 809 €? Il a démarré ses collaborations avant la fin d'Apple. Ça, je le savais. Et il bossait beaucoup sur des appareils photo de luxe. Alors ça, par contre, tu vois, je l'ignorais. Merci, Docteur Valal, pour ces insights. C'est vrai que j'ai vraiment pas du tout suivi l'aventure Johnny Ive. Voilà. Mm. Vous en connaissez qui ont du Apple sans faire leur Mac? Est-ce que c'est une vanne, le tutoriel? Mais je ne l'ai pas compris, malheureusement. Bref, on va... Un peu plus de volume. Oui, c'est pas impossible que le volume de mon micro soit... Oh, excusez-moi, je l'ai un peu monté vite. Le volume de mon micro était un peu bas à cause des interviews. Je vais effectivement le remonter un peu. Voilà, j'ai augmenté le gain de presque 1 décibel. Normalement, ça devrait être un peu mieux par rapport notamment au générique. Hein, donc, dites-moi si tout est OK. Désolé pour le volume qui est un peu monté d'un coup. OK, on va avancer. C'était pas une news extrêmement longue et nous allons parler de Windows 10. Malgré le fait que Windows 10 ne soit pas un système d'exploitation très apprécié, notamment ici à Nowtech, hein, vous verrez, et là je crois que la vidéo n'est pas encore sortie sur Nowtech, mais la prochaine vidéo, il y a des petits tacles à... Vidéo sur des tablettes, on va pas en dire plus, mais il y a des petits tacles à Windows. Mais en gros, qu'est-ce qui se passe sur Windows 10 ? Il y a la mise à jour d'octobre qui est disponible. Mise à jour d'octobre qui ajoute quand même pas mal de petites choses. Je vais vous partager l'article, histoire que vous voyez un petit peu, pour ceux qui nous regardaient en visuel. Eh bien, regarde, Guillaume FR, tu vois, je t'ai anticipé. Je t'ai coupé l'herbe sous le pied, bam. Et donc, on va switcher de scène sur le navigateur. Ça aussi, hein, avant, j'avais pas du tout la scène qui était bien comme il faut. Et ces choses faites, ces choses corrigées, mesdames et messieurs, c'est incroyable. Donc, le menu démarrer a fait peau neuve. Vous voyez actuellement le before, donc ça c'est comment on l'avait avant la mise à jour, et le après, c'est avec les icônes justement sans les carrés. Donc, est-ce que Microsoft est en train un petit peu de s'éloigner de ce design en forme de tuile, hein, qui avait été iconique surtout pour Windows 8, Windows 8 Probablement. Moi, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aimais bien quand même ce côté tuile, ça donnait une forte identité. Je suis un petit peu étonné qu'ils enlèvent toute cette force, ce contraste aux icônes, enfin au carré. Hein. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus transparent, avec une opacité beaucoup plus légère, quoi. Enfin, c'est beaucoup plus transparent qu'avant. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Après, c'est très dur, et on a toujours ce réflexe un peu humain nul quand il y a un changement de design, d'être un petit peu choqué et de
pas aimer le nouveau design jusqu'à ce qu'on s'y habitue et après on s'en fout. C'est le cas dans 80% des cas. Euh, donc je sais pas trop quoi en penser de cette évolution. Moi, je pense qu'on va vite s'y habituer, mais encore une fois, je trouve que c'est important aussi pour un design d'avoir quelque chose d'iconique et de fort, hein, et de visuellement, d'avoir une forte identité, tout simplement. Et là, j'ai l'impression qu'ils reviennent un petit peu en arrière. Peut-être qu'ils perdent un petit peu leur identité. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je clique jamais là-dedans. Jérôme, tu nous dis. Moi, si, ça m'arrive quand même de cliquer sur des trucs du menu démarrer. C'est pas quelque chose de rare. Alors, je clique pas sur les tuiles à droite, ça c'est vrai. Je les ai d'ailleurs réduites au maximum. Par contre, je clique sur les icônes à gauche, hein, la liste. La liste à gauche, ça m'arrive de cliquer dedans. C'est rare, mais ça m'arrive. Donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Leur signature, c'est la télémétrie. Bam! Titan. Pouf, le tir. La seule innovation de Windows, c'est vrai que j'ai pas besoin du menu démarrer. Après, voilà, moi je l'utilise très très peu aussi. Merci Fougère pour ton abonnement Prime. Merci à toi. Et merci aussi Facadiablotin02 pour votre Prime. Merci à vous deux. Hormis les contraintes de mise à jour, Windows 10 reste la meilleure mouture niveau design. Les tuiles commencent à dater, je trouve. Peut-être aussi. C'est vrai qu'il y a peut-être un côté trop Windows 8. Mais moi, j'avoue que j'avais une petite admiration pour Windows Phone et j'aimais beaucoup ce système d'exploitation-là. Donc je suis peut-être un peu biaisé. C'est pas impossible aussi. C'est pas du tout impossible. Revenons à la caméra classique. Qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté? Il y a des mises à jour sur Microsoft Edge. Vous avez un raccourci Alt-Tab pour en gros switcher entre les onglets de Microsoft Edge et vos applications de bureau. Vous avez les onglets qui ont été améliorés. Vous avez un comparateur de prix. Bon, de toute façon, je pense que vous êtes peu nombreux à utiliser Microsoft Edge. Et là, vous le savez, je vais être un peu relou, mais je ne vous conseille pas spécialement d'utiliser Microsoft Edge parce que Microsoft collecte beaucoup de choses sur Microsoft Edge. Et voilà, je vais faire du prosélytisme relou, je sais. Mais je considère qu'il est plus intéressant, effectivement, de faire un peu attention à sa vie privée et d'utiliser Firefox le temps qu'il survive, hein, parce que c'est mal parti aussi pour Firefox. Mais bon, au moins Firefox, voilà, vous le savez, ils sont un peu plus respectueux de votre vie privée. Voilà, fin du prosélytisme. Une barre de tâches qui est personnalisée maintenant sur Windows 10 pour les nouveaux ordinateurs, c'est-à-dire que Microsoft va sélectionner lui-même les éléments à mettre dans la barre de tâches pour vous offrir une expérience personnalisée. Et il y a un truc, alors pour les gamers, ça va être chouette, parce que c'était un paramètre qui était un peu caché dans les anciens panneaux de configuration de Windows, donc il fallait rentrer dans le vieux système et tout ça. Vous avez maintenant une option pour le taux de rafraîchissement de l'écran. Voilà, pour les gamers, surtout parce que c'est eux qui changent de taux de rafraîchissement. Moi, j'ai un écran 144 Hz, typiquement, pardon. Et c'est vrai que il fallait que j'aille chercher ce paramètre, c'était ultra pénible. Là maintenant, dans le nouvel écran Windows 10 hein, des paramètres, vous avez ce taux de rafraîchissement que vous pouvez changer. Oui, Firefox version 82 qui est disponible aujourd'hui, tout à fait. J'ai pas suivi spécifiquement les news, là je l'ai pas mis dans les news parce qu'on en a déjà pas mal, mais effectivement il y a une mise à jour de Firefox. Et petite mise à jour, ça va peut-être parler aussi à Jérôme qui a beaucoup testé les surfaces certaines ont les écrans détachables. Une expérience facilitée pour les appareils 2 en 1. Globalement, quand vous enlevez le clavier, ou enfin vous détachez l'écran du clavier, vous n'aurez plus une notification qui vous dit « Hey, tu veux passer en mode tablette ?» Maintenant, ça sera automatique. Voilà. La vie privée, c'est important, sinon on risque de vous prendre la main dans le pantalon. La main dans le pantalon. Alors là, j'ai pas suivi Jérôme pour le coup. On aime ton prosélytisme relou, il m'a permis de passer sur Firefox et Bitwarden. Eh bien écoute, super chinoise, j'en suis très content. Mais en fait, si tu veux, toute la difficulté super chinoise, c'est que moi, je me mets à la place de vous, parce que ça nous arrive sur Nowtech, hein, on pense pas qu'à nous. On essaie de se mettre beaucoup à votre place quand on écoute l'émission, et je me dis que écouter une personne qui arrête pas de me conseiller des trucs en mode je te fais culpabiliser, ce que tu fais c'est mal, change, c'est pas quelque chose que j'aurais envie d'écouter, donc c'est pour ça que je suis extrêmement prudent dans ma façon de communiquer là-dessus, et que je veux pas être relou avec vous, tout simplement. Je considère que c'est
il y a plein de débats sur la façon voilà, transmettre des idéaux et je suis assez convaincu que c'est pas en étant, relou que, on fait bouger les gens, même si certains événements contredisent ce point de vue-là, hein, il y a beaucoup de gens qui considèrent aussi que c'est en étant, très dur et en ayant des crises, et en soyant dur que les gens, ça les choque et que ça les fait avancer. Moi, je suis plus pour une démarche, apaisée, surtout dans notre époque où, globalement, on a tendance à être, très, «Ah, ta, 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 ah, le scandale là, ah, le machin, ah, vous êtes pas bien parce que vous faites ça, parce que, vous prenez l'avion et c'est pas bien parce que bon, voilà, je pense qu'on peut aussi, trouver un dialogue et un discours équilibré et que ça soit sur l'écologie, que ça soit sur plein de choses, le faire culpabiliser les gens dans notre société, n'est pas sain, hein. Voilà, je pense qu'on est tous assez stressés par plein d'événements, plein de choses. Pas la peine d'en rajouter et je le sais parce qu'il y a quand j'ai un peu burn-out de YouTube, j'ai eu une période où je me suis mis à culpabiliser de beaucoup de choses personnellement et là ça va mieux, beaucoup de travail sur moi-même, mais j'ai pas envie que vous tombiez voilà, dans ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je suis extrêmement prudent, de mon vécu récent. Voilà. Allez, c'était la tartine personnelle. C'est bon, on avance. On va parler de sites de rencontres, mesdames et messieurs. Donc on enchaîne, hein, après la news Windows 10. Facebook qui lance son service de rencontre en Europe. Donc Facebook Dating, nom à titre personnel que je ne trouve pas terrible, hein. Facebook Dating, ça fait très très nom, de marketeux peu inspiré. Voilà, je trouve, c'est pas ouf. T'es sur quoi, Facebook Dating? Je trouve que pour le coup, Facebook, d'un point de vue marketing, ils auraient vraiment dû chercher un autre nom. Où il n'y ait pas Facebook dedans, quoi. Genre, je suis pas un expert en marketing, mais un Facebook, non, mais sans Facebook, en fait, vraiment un truc. Typiquement, pourquoi Tinder, OkCupid, Adopte un mec. Pourquoi ces sites-là marchent aussi? C'est parce qu'ils ont des noms qui sonnent bien, qui sont sympas. Adopte un mec joue un peu sur le côté, voilà, un peu clash, mais Facebook Dating, ça donne pas envie, quoi, hein. Enfin, vraiment, hein, je sais pas. Vous êtes célibataire, est-ce que vous iriez sur Facebook Dating? Oubliez les questions de vie privée. Mettez vraiment dans votre esprit de côté les questions vie privée, parce que rien que pour ça, jamais j'irai sur Facebook Dating. Mais putain, moi, ça me donnerait pas envie, quoi, hein. Clairement, peut-être juste, mais même dating, c'est pas beau. Il y a, tu vois, DQFT Punk, qui est donc Daft Punk, enfin, c'est pas mal ton pseudo, j'aime bien. Je sais pas, même sur un truc qui s'appelle dating, j'irais pas, quoi. Bon, bref, j'ai pas d'inspi sur le nom, c'est pas grave. Donc, 8 mois après son lancement, avorté suite à des doutes émis par la CNIL irlandaise, parce qu'en fait, il y a 8 mois, Facebook a tenté de le lancer, mais la CNIL a fait « Vous ne passerez pas !» Voilà, ils ont fait un Gandalf. Donc, la CNIL, voilà, a dit « Facebook, no pasara ». No pasara, enfin, comment on dit tu ne passeras pas? No, oui, en espagnol, no pasara, je crois. Bref, faut que j'appelle ma copine, c'est un peu compliqué avec moi en espagnol. Je sens qu'elle va me taper dessus, voilà. Concernant donc la gestion des données personnelles de ses utilisateurs, Facebook Dating arrive finalement en Europe aujourd'hui. Le service de rencontre intégré au réseau social est testé depuis plus d'1 an aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. Il est disponible dans 32 pays européens, dont la France. Vous n'avez pas besoin de télécharger une application, le service fait partie du réseau social, réservé aux plus de 18 ans. Il faut que vous l'activiez manuellement, le service dating. Alors, ils ont quand même eu des idées un peu malines, hein. C'est pas non plus des débilos à Facebook. Il apparaît le service dans une section dédiée. Première erreur, à mon avis, je pense qu'ils auraient dû créer une appli différente, mais ils sont pas débiles sur d'autres points. Donc, comment ça se passe? Vous avez un choix de profil en fonction des préférences de l'utilisateur, genre, centre d'intérêt, blablabla. Les informations partagées sur votre compte Facebook sont mises à profit pour mettre en relation avec des personnes susceptibles de vous plaire. Il est impossible de tomber par hasard sur un ami Facebook, ça c'est quand même un très très bon point. Il est également possible d'éliminer les amis d'amis de ces suggestions
pour élargir au maximum son horizon romantique. Ça aussi, je pense effectivement que c'est une très bonne fonctionnalité. Ils ont aussi mis une fonctionnalité Secret Crush, donc amoureux secret. Comment on pourrait traduire coup de foudre plutôt, coup de foudre secret, qui permet de sélectionner jusqu'à 9 amis sur Facebook ou sur Instagram pour leur signaler qu'ils ont un admirateur secret. Si le sentiment est partagé, alors les deux profils sont mis en relation via Facebook Dating. J'y arrive pas, hein. Facebook Dating, j'y arrive pas. C'est pas possible. Vraiment, ce nom. Ah, c'est dur. Si Facebook Dating, qui devait être lancé en Europe pour la Saint-Valentin, n'arrive que maintenant, c'est à cause des doutes de la Data Protection Commission, le gendarme irlandais des données personnelles. On critique beaucoup l'Europe, mais je tiens à vous rappeler, et c'est pas un discours pro-Europe, c'est un discours juste de personnes qui observent les trucs, que l'Europe fait quand même des bonnes choses par rapport aux données privées, et que on peut critiquer 1 million de trucs sur l'Europe, mais vraiment, avec le RGPD et ce genre d'avancées, et on va en reparler à la fin de l'émission, ils font quand même de belles choses pour vos données privées, les gens. Voilà. Donc vous avez le droit de ne pas aimer l'Europe, évidemment, hein, chacun son avis, chacun ses observations, mais je dois bien avouer qu'en tant que personne qui est très à cheval sur la vie privée, je suis très content de ce que fait l'Europe en termes de vie privée, et c'est très très chouette. Et typiquement, ils ont bloqué Facebook Dating au début en disant... en gros, pourquoi ils ont bloqué au début? Parce que Facebook a dit « Ouais, salut l'Europe, on arrive, on met Facebook Dating ». Et la Data Protection Commission, donc voilà, ils ont dit « Bah écoute, ton truc, il sort dans 10 jours. Nous, 10 jours, c'est un peu chaud, mon gars. Donc, bah écoute, tu vas nous laisser le temps que ton truc soit OK avec le RGPD, quoi. » Voilà, Facebook, t'es bien gentil, t'es un gros mastodonte, hein, t'es un titan, mais non. Voilà, tu vois, genre non, voilà, t'attends un peu. Et donc, ils ont effectivement bloqué Facebook Dating pour être sûr que c'était OK avec le RGPD. Pour info, d'ailleurs, une perquisition a été menée dans les locaux dublinois de Facebook. J'ai pas plus d'infos sur ce point-là précisément, mais c'est le cas en tout cas. Alors, sur la question des données personnelles, c'est là où il y a un peu un double discours. Facebook se veut rassurant et insiste sur la porosité limitée entre Facebook et Facebook Dating. Ils sont malins, parce qu'en fait, la porosité, c'est que il sera impossible de savoir si un utilisateur a activé ce service de rencontre en consultant son profil Facebook. Il sera possible de cacher certaines informations comme sa ville, sa religion et son métier sur son profil Facebook Dating. Le Facebook Dating pourra être supprimé à tout moment ou mis en pause. En gros, en fait, ce qu'il dit, c'est que ouais, mais non, la vie privée, c'est bon parce que si vous, on peut pas voir si vous êtes sur Facebook Dating en allant voir le profil Facebook. Donc, votre vie privée est protégée. Sauf que c'est du double discours parce que la vie privée, enfin, quand on parle de vie privée, on parle pas de vie privée par rapport aux autres gens. On parle de vie privée par rapport à ce que collecte Facebook. Et là, évidemment, que Facebook collecte les infos de Facebook Dating pour, je cite, nous pouvons utiliser votre activité au sein de Facebook Dating pour personnaliser votre expérience, y compris les publicités que vous voyez sur les produits Facebook. En gros, ce que vous faites sur Facebook Dating est collecté comme ce que vous faites sur Facebook. Donc ça ne change absolument rien. Et votre vie amoureuse, ben maintenant, Facebook peut la connaître. Voilà. Alors, il y a des gens que ça ne dérange pas, évidemment, mais ils jouent sur les mots. Ce que je comprends, ils se défendent comme ils peuvent, mais... Alors, je lis un petit peu vos messages. Pas dispo en Belgique. Bizarrement, Facebook Dating n'a pas été lancé dans les pays musulmans. Je comprends pas du tout pourquoi tu mets ce commentaire, Guillaume, mais alors vraiment pas. Vie privée, mort de rire, c'est ringard. Comment tu aurais appelé ça? Facebook rencontre, Facebook love story? Je sais pas du tout. Mais en fait, juste pas Facebook dans le nom. Déjà, ils doivent se détacher de ce... Vous voyez, alors, je vais vous dire un truc. Pourquoi Instagram fonctionne encore bien malgré... Bon, parce que c'est quand même un réseau social qui est intéressant, mais je suis assez convaincu que s'il y avait Facebook Instagram, le Instagram serait beaucoup moins plébiscité. Alors, Guillaume, voilà. Ce genre de débat... avertissement, stop. Parce que, pourquoi? C'est pas que j'ai pas envie d'avoir ce genre de débat dans la chatroom, c'est juste que ça va partir dans les graviers. Donc je demande au modérateur, s'il vous plaît, de couper tout ça, surtout vu la situation actuelle. Voilà, c'est un débat que je veux bien avoir sur mes streams privés à moi sur ma chaîne Twitch, mais pas sur le mug le matin, parce que j'ai vraiment pas envie que la modération et moi-même ayons à supprimer 1 milliard de trucs. Voilà.
Donc, s'il vous plaît, un peu, vous parlez de ça autre part. Voilà, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Bon, bref, ça fait plus d'1 an que Facebook Dating est disponible pour des millions d'utilisateurs américains. Malgré cela, ça reste peu connu, ça marche pas très bien. Seul un tiers des utilisateurs avaient entendu parler de cette fonctionnalité et parmi eux, 2 sur 10 envisageaient de l'utiliser. Donc c'est pas un truc qui marche très très bien. Je pense, encore une fois, parce que Facebook le mélange trop à son site et met trop. Typiquement, quand vous arrivez sur Facebook aujourd'hui, vous le voyez, il y a plein de trucs qui sont, il y a plein d'onglets et de tout qui est regroupé en un seul endroit. Et pour moi, Facebook gagnerait vraiment à créer plusieurs petites applis, comme ils ont fait avec Messenger. C'était plutôt un bon move hein, sur le long terme Messenger, de diversifier les applis. Pour éviter d'avoir un gros pataquès de fonctionnalités et en fait personne les utilise. Voilà. Déjà Instagram by Facebook ça m'a refroidi, je crois que le jour où ça passe vraiment en fusion des messageries je me barre, je peux comprendre totalement. Moi tu vois j'utilise Instagram encore une fois et pourtant voilà, je suis quelqu'un qui est relou sur la vie privée tout ça, mais ça fait partie aussi des trucs pour lesquels je peux pas me permettre d'être un militant hardcore. C'est que sur mon téléphone j'ai encore Messenger de Facebook parce que mon cercle social proche utilise Messenger et que je n'ai pas envie de me couper de ce cercle social-là, donc je continue d'utiliser Messenger, malgré le fait que je sais que Messenger sur le téléphone, c'est pas une bonne chose. Et Instagram, j'utilise pour la photo, parce que, quoi qu'on en dise, aujourd'hui, c'est le nouveau portfolio des photographes, Instagram. Voilà. Bref, on va avancer. 22 boomers, Facebook. C'est vrai que Facebook, Arkhangelsk, 75, le Facebook écrit avec des fesses. Ah, c'est bien boomer, hein, c'est très très boomer, mais tu sais, j'ai envie de te dire, on a Jérôme sur la chaîne, alors il va me taper, il va me détester. Donc tu sais, est-ce qu'on n'est pas un peu habitué 3 jours par semaine sur 5 ? J'ai envie de te dire que oui. Insta pour la photo, ouais, tout à fait. C'est marrant de se dire qu'on est foutu à cause de ses proches niveau vie privée. Foutu, le mot est fort. C'est pas parce que tu utilises Messenger que tu défonces ta vie privée. Moi, mais par contre, typiquement, j'en ai parlé beaucoup à ma copine de ça, et elle est maintenant, elle est un peu sensibilisée à ces questions-là. Mais typiquement, avec ma copine, on discute de tout ce qu'un couple discute sur Signal. Jamais, ou alors Telegram, mais jamais je ne parlerai avec ma chérie sur Messenger. De n'importe quel sujet en fait, parce que dès qu'il y a des sujets intimes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des soucis de santé, ça peut être là je suis allé chez le médecin, ça peut être tout ça, ce sont des choses que je ne veux pas, je ne veux pas que des gens puissent avoir accès à ce genre de conversation. Et c'est ce que je vous invite à faire si vous êtes en couple, ou même avec des amis si vous les motivez à bouger, mais si vous êtes en couple, bougez votre couple sur des applications de messagerie privée, des applications de messagerie chiffrée. Alors, ce que je n'aime pas sur Telegram, pourquoi je ne conseille pas Telegram, c'est que par défaut, les conversations ne sont pas chiffrées. Et c'est ça où j'aime pas Telegram, parce qu'ils ont un peu un double discours, pas un double discours, le mot est pas correct, mais ils ont un peu, par défaut, c'est pas chiffré. Et j'aime pas ça parce qu'il faut aller activer manuellement le chiffrement, contrairement à Signal où par défaut, vous êtes chiffré. Avec une personne. Et en plus, vous pouvez vérifier que la personne, c'est bien elle en scannant un QR code. Enfin, voilà. Tokixi, tu dis, j'ai migré sur Signal avec ma copine et mes parents ont migré. Voilà. Moi, je vous invite vraiment à dire à votre entourage, si vous êtes avec un copain, une copine, discutez sur Signal, quoi. Vraiment, vous vous sentirez beaucoup plus libre, et c'est un truc en psychologie, ça a été beaucoup étudié, hein. Le panoptique, tout ça, on en reparlera dans une émission, mais le fait de savoir qu'on peut éventuellement collecter ce que vous écrivez sur un réseau social, sur une messagerie, fait que vous allez vous auto-censurer et vous n'allez pas pouvoir parler librement. Et je parle pas de parler librement de sujets controversés ou quoi, simplement dire à son chéri, bah tiens, là, moi je suis allé chez le médecin, ou tiens, j'ai un souci de santé, des soucis de santé intimes dans un couple, ça arrive, hein, je veux dire, si vous avez déjà été en couple, ça arrive. Typiquement, je n'écrirai jamais des trucs comme ça sur Messenger, quoi. Message d'Apple. Même message d'Apple, autant j'ai plus confiance en Apple pour la vie privée et la protection des données, autant je n'écrirai quand même pas ça sur iMessage. Voilà, parce que ça reste un GAFAM, parce que ça reste une énorme société, parce qu'une énorme société, son but premier, c'est effectivement de générer un chiffre d'affaires de plus en plus gros.
Voilà. SMS très bien, mais Android nous oblige à passer en conversation, il faut reparamétrer un SMS. Le seul problème des SMS, c'est que là, c'est pas des entreprises, mais c'est l'État. Alors bon, on n'est pas dans un État, ça se discute énormément, mais on n'est pas vraiment dans un État totalitaire aujourd'hui, même s'il y a des choses qui se discutent énormément, mais pareil, ça me gêne les SMS parce que les SMS ne sont pas chiffrés par défaut. Oui, vous avez iMessage qui est chiffré aussi, tout à fait. Mais vraiment, je vous conseille Signal. C'est top du top. Disons que c'est le plus user-friendly, c'est le meilleur compromis que vous puissiez avoir. Et franchement, ils ont fait des gros efforts Signal, on va terminer là-dessus, mais utilisez Signal, vous verrez, c'est trop chouette. Ils sont un peu calqués sur Messenger de Facebook au niveau des fonctionnalités. Vous avez les emojis, vous pouvez partager des gifs, vous pouvez partager des photos, enfin... C'est haut niveau aujourd'hui de ce qu'on attend d'une application de messagerie. On va parler un peu de l'iPad Air, mesdames et messieurs. On va en parler rapidement. Petit test de Numérama. Le meilleur de l'iPad Pro dans une tablette à 669 €. Donc les premiers tests commencent à tomber. MKBHD a sorti sa vidéo. Bon, c'est plus une prise en main. Numérama a sorti un test. Donc pour 669 €, Numérama, on est extrêmement content. Je vais pas vous lire le test en entier. Il y a un point sur lequel je suis pas d'accord avec Numérama, et je crois que je suis pas trop d'accord avec Jérôme non plus là-dessus. Ils parlent de Face ID et ils disent on comprend aisément en cette année si spéciale que Apple ait utilisé le Touch ID et non pas le Face ID parce que avec les considérations sanitaires, blablabla, c'est plus pratique Touch ID. Je suis assez convaincu, je suis prêt à mettre ma main à couper, que le choix de Touch ID n'a pas été fait sur des questions sanitaires parce que l'iPad Air a été étudié, je pense, avant la crise sanitaire, mais tout simplement que ça a été fait pour des considérations d'économie d'argent, que mettre un Touch ID est beaucoup moins coûteux pour Apple que de mettre un Face ID. Et donc, je pense que, vous l'avez vu si j'en parlais un petit peu sur les streams photos, mais en ce moment, je suis en train de redonner sa chance à l'iPad Pro que j'ai acheté d'occasion. Et moi, je suis très content de Face ID sur l'iPad. Vraiment, j'aime beaucoup Face ID sur l'iPad. Et j'ai vu en avant-première la vidéo de Jérôme. Si vous soutenez la chaîne financièrement, vous aurez les vidéos en avant-première, les contrôles qualité. Et je suis pas d'accord avec Jérôme sur le Face ID, mais c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de faire plus de vidéos sur Nowtech. C'est que sur l'iPad Pro, moi, j'ai vraiment un avis différent, une utilisation différente de Jérôme. Notamment, j'aime beaucoup le Magic Keyboard. Enfin, j'ai un trou de mémoire, bordel de merde. Le clavier, le trackpad, enfin voilà, le truc quoi. Aidez-moi la chatroom, pitié, sauvez-moi. Pas le Magic Keyboard, ça me tue. Je l'ai plus. Oh, la chatroom qui m'aide pas, c'est terrible. Le clavier, oui, le clavier est extrêmement cher. Le Smart Keyboard. Oui, c'est le truc effroyablement cher. On est d'accord. Mais j'ai acheté d'occasion aussi, pour réduire un peu le coût. Voilà, le Smart Keyboard, merci à tous. Donc le récapitulatif de Numérama sur le Smart Keyboard. Putain, merci, je dois avouer que là j'avais un gros trou. Le récapitulatif de Numérama par rapport à l'iPad Air. Donc effectivement, vous sacrifiez le Face ID, vous sacrifiez le module photo, le lidar, les trucs de réalité augmentée. Vous sacrifiez le stockage parce que par défaut, c'est du 64 Go de stockage et l'écran 120 Hz. Mais ces petits sacrifices permettent de effectivement baisser le prix de l'iPad Air 2020. Vous avez un super processeur pour 669 €. Alors, c'est pas la version que je conseille. 64 Go sur un iPad Air, c'est un peu dommage. Donc, pour moi, le prix d'entrée n'est pas 669 €, mais... Je vais vous dire ça tout de suite. 2 secondes. Bam, bam, bam. iPad Air. Voyons voir un petit peu. Le prix que je vous recommande, c'est d'y mettre le stockage juste au-dessus. Malheureusement, je crois que c'est 256 Go. Donc, c'est ça. Pour 839 €. Pour 839 €, vous avez effectivement quasiment un iPad Pro à 2-3 features près, quoi. Mais vous voyez, vraiment, j'ai envie de vous le dire, privilégier le marché de l'occasion parce que moi, pour à peu près ces prix-là, un tout petit peu plus, j'ai eu un iPad Pro avec 1 Tera et la 4G de stockage. Typiquement,
Alors effectivement, je compense avec un processeur moins puissant, mais le A12X Bionic est largement suffisant pour les besoins de mon iPad Pro. Donc considérez les gens vraiment, et ça c'est une démarche aussi écologique qu'on veut de plus en plus avoir, parce que la planète en a besoin, et donc sur Naotech, il faut qu'on le mette en avant aussi. Regardez le marché de l'occasion avant d'acheter un iPad Air. Regardez si l'iPad Pro d'il y a 1 an ou 2 ans ne peut pas vous convenir. Parce que je vous garantis que le processeur A12 est largement suffisant pour vos besoins. Et en plus, vous gagnez le 120 Hz, vous gagnez plein de choses. Voilà. C'est le Magic Keyboard. Ah, mais il me semblait bien, tout le monde a dit Smart Keyboard, mais c'est bien le Magic Keyboard. Ok. Ok. Voilà pour la petite news iPad Air. Donc, les tests en sont plutôt contents. Mais je vous le redis, tapez dans le marché de l'occasion. Vous aurez des prix super intéressants pour un plus gros stockage. Effectivement, vous sacrifiez le processeur. Mais moi, typiquement, l'iPad Pro, c'est le premier qui est sorti. Hein, c'est le 2018. Il est encore maintenu au moins 3-4 ans minimum. Donc, je suis assez tranquille. Bref. Et vous pouvez même avoir le Magic Keyboard sur des sites d'occasion, donc le payer un peu moins cher. Hein. Donc voilà. Alors il faut bien comprendre, Hypomony, que souvent le reconditionné, il change la batterie. Donc en fait, tu n'as pas des batteries d'il y a 2 ans. Surtout qu'il y a des gens qui n'ont... Surtout les tablettes qui ne sont pas forcément utilisées à plein temps, contrairement à des téléphones. Donc les batteries souffrent beaucoup moins de l'usure. Donc en fait, c'est souvent des très bons plans d'avoir de l'occasion. Et puis surtout, au pire, je le redis, si le produit, ça va pas parce que la batterie est trop usée, renvoyez-le. Vous avez souvent 2 semaines à 30 jours. Donc renvoyez le produit. Mais vous ferez vraiment de... Je comprends l'attrait du neuf, mais un produit, pas produit, c'est le top du top pour la planète. N'oubliez jamais ça. Et on va parler très rapidement donc on va passer sur l'écran avec le navigateur. On va parler du CaseGate. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est pour l'instant tout simplement 2 posts sur Reddit, mais je ne serais pas curieux d'en voir de plus en plus apparaître. Sur les coques de l'iPhone 12, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a 2 utilisateurs de Reddit qui se sont retrouvés avec des codes sans la grille ici des haut-parleurs. Donc il y a 2 personnes sur Reddit qui ont mis ça, qui ont dit hey, regardez, j'ai reçu la coque, mais je crois qu'il y a un petit problème, il n'y a pas les trous d'aération pour les haut-parleurs. Alors, pour l'instant, c'est que 2 utilisateurs, donc je pense pas qu'on puisse parler de CaseGate, hein, j'ai mis ça en hashtag juste pour rigoler un peu. Mais c'est marrant parce que c'est pas quelque chose qui arrive souvent de la part d'Apple, donc à mon avis, il y a un batch dans l'usine qui produit les coques qui s'est retrouvé avec ce défaut de fabrication. Donc évidemment, Apple a remplacé les coques, mais je ne serais pas étonné de voir ce défaut apparaître chez de plus en plus d'utilisateurs, parce que, voilà, je pense qu'il y a eu un défaut de fabrication sur une chaîne de production et que il risque d'y avoir plus de monde. Moi, je trouvais ça marrant, je voulais vous le partager, c'est pas une news qui est très très longue, mais voilà, je trouvais ça assez fun. On va avancer, on va parler de Google, on va parler de Chrome. Qu'est-ce que tu dis, Fabrice Mas? Occasion égale durée de vie réduite égale renouvellement plus fréquent. Du coup, est-ce vraiment positif pour la planète? Est-ce que ce n'est que du bullshit marketing? Bah non. Ah, je suis pas d'accord, Fabrice Mas, pour le coup. Non. L'occasion égale durée de vie réduite. Oui, mais l'occasion égale surtout un produit qui n'est pas produit. Et puis surtout, tu vois, en 4-5 ans, c'est pas impossible que ta tablette, tu la remplaces quand même, que tu l'aies achetée en neuf ou que tu l'aies achetée en occasion. Donc non, l'occasion est à privilégier au maximum. Et clairement, je suis convaincu que ton iPad Pro, même la version de 2018, elle sera encore là dans 5-6 ans. Les tablettes Apple fonctionnent 8-9 ans. Hein. C'est ce que disait Jérôme aussi, et il a raison. C'est que Apple a cet avantage-là d'avoir une fabrication du matos qui globalement, sauf quelques produits, mais globalement tient assez longtemps sur la durée. Donc non, privilégiez clairement l'occasion. Alors pas l'occasion de produits qui ont, je dirais, plus de 3-4 ans, mais l'occasion sur moins de 2 ans est vraiment, vraiment intéressante. Donc, ça doit toucher au minimum 1 millier de produits avec cette défaut. Je sais pas, j'ai pas les chiffres. Mais je suis assez convaincu que les coques, il y a des coques qui ont ce problème. L'occasion, c'est plusieurs personnes qui utilisent un seul produit positif pour l'écologie. Non, mais vraiment, enfin, pour moi, il n'y a vraiment pas de débat à avoir. Si vous l'acheter en occasion, ça permet de ne pas produire et donc de ne pas utiliser des ressources de la planète. Voilà, donc c'est vraiment que du positif d'acheter en occasion. Ou en reconditionné. Si vous n'aimez pas le mot occasion,
c'est du reconditionné si vous préférez, pour ceux qui veulent absolument du reconditionné et que les composants soient remplacés. Voilà, MacGanja il dit pour les cartes graphiques j'ai jamais acheté une neuve. Typiquement, pas besoin d'acheter une carte graphique neuve. Les cartes graphiques en occasion ont des prix super intéressants et fonctionnent tout aussi bien. Et donc voilà. Et si vous avez besoin d'avoir la batterie qui est remplacée, vous allez effectivement la payer juste pour la batterie remplacée et c'est toujours beaucoup plus rentable et vous faites un geste absolument génial pour la planète. Donc voilà, on va arrêter, on va avancer. On va parler de Google et de Chrome. Alors, un petit bug un peu étonnant, hein. J'essaie de laisser le bénéfice du doute à Google, mais j'ai de plus en plus de mal quand même, soyons honnêtes. Qu'est-ce qui se passe sur Chrome? Chrome ne va pas nettoyer les données de Google et de YouTube, même si vous videz tout votre historique, votre cache, vos cookies, vos paramètres enregistrés, etc. Donc en gros, il y a des journalistes, je crois, Johnson, un programmeur sur Mac, qui s'est rendu compte que si sur Google Chrome vous purgiez, donc vous nettoyez tous les cookies, toutes les données en fait que vous enregistrez, vous savez, enfin vous nettoyez tout l'historique, etc. Eh bien, il y a deux sites très spécifiques qui sont YouTube et Google qui eux ne se nettoient pas. Et en fait, vous restez connecté et vous gardez en fait, toutes vos données sur Chrome par rapport à YouTube et Google. Donc ça va pas vous déconnecter, ça va garder tous vos cookies, etc. Enfin le local storage, donc ça les développeurs comprendront un petit peu mieux. En gros, globalement, tout reste en place. Et pour faire en sorte que ça se supprime, il faut ajouter manuellement google.com et youtube.com sur les sites qui ne peuvent pas utiliser de cookies du tout. Alors, ils ont contacté Google et Google a dit « c'est un bug de Chrome, nous allons investiguer le problème et nous allons fixer le truc ». Mais c'est quand même un peu étonnant. Hein. Et Google et Chrome ont tout intérêt à faire en sorte que vous restiez connectés. Hein. Rappelez-vous la vidéo que j'ai fait sur peut-on faire confiance à Google? Ils ont absolument tout intérêt à ce que vous soyez connectés le plus possible avec votre compte sur tous leurs services. Donc moi j'ai un peu du mal à y croire. Hein. J'ai pas envie de tomber dans les théories conspirationnistes, de machin, de Google qui fait exprès tout ça, mais c'est un peu gros quand même. Hein. C'est un peu gros. Après je peux peut-être entendre que c'est un bug dans le sens où Chrome a un fonctionnement un peu particulier. Typiquement, quand vous vous connectez, on l'a vu sur la vidéo, quand vous vous connectez par exemple à YouTube, ça connecte votre navigateur Chrome automatiquement à votre compte Google. Ça fait le lien. Donc c'est pas impossible qu'il y ait du code un peu crado qui fasse le truc et qui vous laisse avec vos cookies, etc. Je veux bien accepter que potentiellement c'est un bug. Après, voilà, j'ai envie de vous donner une solution simple. Vous n'utilisez pas Google Chrome, vous n'avez pas ce problème. Voilà. Avant que ça soit repéré, c'est une fonction. Après que ça soit repéré, c'est un bug. Ouais, voilà, je suis un peu... En désinstallant et réinstallant Chrome sur Linux, il me propose de suite de me reconnecter à mon ancien compte. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas nettoyées, ça ne m'étonne pas. Ça fait longtemps que c'est comme ça. Le mieux, c'est d'utiliser un utilitaire comme BleachBit. Je ne connais pas du tout BleachBit, Fabrice. Un bug, oui, une erreur de programmation volontaire. c'est très bien dit les IOP. J'aime beaucoup. On va terminer sur une news que je trouve extrêmement positive. Hein. Putain, Guillaume fait les accords. Le Parlement européen défend une meilleure régulation, bon, l'article est en anglais donc je le traduis à la volée, une meilleure régulation sur les publicités comportementales, ce qu'on appelle le micro-ciblage, micro-targeting, en faveur d'une publicité moins intrusive, moins contextuelle. Et notamment, les ministres, enfin l'Europe, hein, le Parlement européen, veut et désire, et écoutez-moi bien parce que c'est vraiment, vraiment très chouette, désire que les utilisateurs d'Internet en Europe donc, puissent opt-out, donc puissent se sortir volontairement d'une génération algorithmique de publicité, de contenu ciblé pour eux. Donc en gros, ce que veut l'Europe, c'est que vous puissiez en un seul clic dire « Je ne veux pas que la publicité soit ciblée, laissez-moi tranquille et proposez-moi de la publicité non ciblée. » Ce que vous avez par exemple sur Twitch, hein, typiquement quand vous arrivez sur Twitch, ils vous proposent de montrer de la publicité qui n'est pas ciblée.
de montrer de la publicité qui n'est pas, voilà, qui n'est pas contextualisée, qui n'est pas basée sur votre historique. Et pour moi, en fait, pourquoi je voulais vous parler de cette news, c'est que c'est en train de... Il y a quelque chose qui est en train de changer dans le milieu de la publicité. On l'a vu avec Apple, on l'a vu avec plein de choses. C'est que on commence vraiment à dire à ces entreprises, votre business model, on n'en veut pas. Parce que le business model des GAFAM, enfin, et donc sauf Apple, c'est vraiment de faire du ciblage très poussé. C'est ça qu'ils vendent. C'est pour ça que Facebook coûte aussi cher en bourse, a une valeur aussi forte. C'est que ils savent cibler extrêmement précisément des profils d'utilisateurs. Et si on commence à dire, non, par défaut, vous n'avez pas le droit de le faire, c'est tout le business model de Facebook qui est déglingué. Moi, je suis très content de ça, parce que je considère que c'est un business model qui n'est pas sain pour la société. Pour tout un tas de raisons. On l'a vu avec Cambridge Analytica, on le voit pour la santé mentale des gens, on le voit pour les débats, la politique. Il y a tout un tas de raisons qui font que je considère que ce business model est un business model qui détruit la société. Mais voilà, pour moi, la publicité n'est pas un problème, ce genre de publicité est un problème. Hein. La publicité, voilà, est intéressante. Je veux dire, vous êtes un nouveau boulanger dans le quartier, que vous puissiez dire avec un panneau publicitaire, je viens d'ouvrir, allez goûter mon pain, il est bon, ça me choque pas. On reste sur de la publicité qui n'est pas ciblée, enfin, elle est locale, mais elle n'est pas ciblée, elle va pas chercher à rentrer dans le cerveau avec enfin voilà, bon, elle va pas se baser sur des choses, sur la psychologie humaine, ou du moins ça va limiter. Bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc moi je suis très très content parce qu'on est en train de voir vraiment un shift, un changement fort au niveau de la publicité en ligne, et c'est très chouette. Et notamment, il y a un truc dans l'article qui est intéressant, ils disent qu'il y a des complaintes, enfin des plaintes liées au RGPD qui ne sont toujours pas résolu, parce que le RGPD demande effectivement que l'utilisateur ait un consentement à l'utilisation de ses données personnelles, qu'il consente volontairement à ce que, oui, on peut collecter mes données. Et typiquement, dans le cas de Facebook, on n'est pas sur du consentement, on est sur du consentement forcé, ce qui est un oxymore. Hein. On ne force pas un consentement. Hein. Je pense que vous comprenez pourquoi. Je vais pas vous faire un dessin, je vais pas vous expliquer. Le consentement, c'est quelque chose de personnel. On consent. Si tu es forcé à consentir, tu n'es pas consentant. Hein, c'est de la logique pure et dure. Et le problème, c'est que Facebook aujourd'hui n'est pas vraiment en accord avec le RGPD, qui demande à ce qu'on ait un consentement volontaire. En Chine, ils ont du consentement forcé. Oui, mais tu sais, j'ai envie de te dire, si tu veux taper sur la Chine, tu peux très bien taper aussi sur les États-Unis, parce que les GAFAM sont aux États-Unis, hein, et Facebook est une société américaine. Donc, voilà, je ne dis pas ça pour défendre spécifiquement la Chine, je dis juste que, oui, mais en fait, toutes les entreprises et plein de pays font du consentement forcé, enfin, voilà quoi. Une absence de consentement. Oui, consentement forcé, c'est une absence de consentement, hein, tout simplement. Bref, donc voilà, je voulais vous dire que tout simplement, l'Europe bossait là-dessus, et que je trouvais ça bien. Voilà, et que j'avais envie de vous partager des news positives. Et j'ai hâte d'avoir enfin une époque où Facebook ne pourra plus utiliser ce business model et sera obligé de, typiquement, faire payer, peut-être. Moi, je suis prêt à payer Facebook, hein, pour ce qu'il m'apporte, notamment au niveau de Messenger, notamment au niveau de l'organisation d'événements. Je trouve que l'organisation d'événements sur Facebook est un outil extrêmement pratique, et je suis prêt à payer pour ça, vraiment. Du genre 50 centimes ou 1 euro par mois ou un truc comme ça. Ça me dérangerait pas. Après, je sais que certaines personnes, voilà, ne paieront plus, mais le gratuit n'est pas du gratuit. Il faut bien comprendre ça, les gens, c'est que le gratuit qu'on a aujourd'hui sur Google, Facebook, d'autres services, hein, j'allais dire Amazon, mais pas du tout. Amazon, les trucs sont payants. Mais Facebook et Google ne sont pas gratuits. En fait, il faut se sortir de cette idée. Ce ne sont pas des services gratuits. Point. Vous payez avec votre intimité, avec votre vie privée, avec ce que vous faites, en fait, avec votre utilisation. Et ça vaut de l'or, parce que rentrer aussi profondément dans vos comportements, on le voit, ce que ça a permis avec Cambridge Analytica, ça a une influence forte sur vos achats, sur votre vote, sur
tout un tas de domaines de ce que vous faites. Ça. Bref, voilà, je vais pas m'étendre, il est déjà 49. On va avancer parce qu'on a une tartine Adobe. On va parler d'Adobe dans cette tartine et j'en suis extrêmement content. Mais avant, mesdames et messieurs, nous allons passer au sponsor de l'émission. Vous savez que Shadow est notre sponsor, le PC dans le cloud. Et toutes les semaines, vous avez un mois de Shadow à gagner. Pour participer, vous suivez le Twitter @shadow-France. Vous postez un tweet en disant « Je veux gagner un hashtag ShadowPC avec hashtag le MugNowTech » pour jouer à un jeu ou pour utiliser un logiciel. Jérôme annoncera demain le gagnant de la semaine. Et alors attendez, il y avait un truc qu'il fallait que je vous dise de très très important, c'est que effectivement il y a des gens qui se plaignaient à juste titre récemment que quand vous étiez abonné sur Twitch, quand vous étiez abonné, non, quand vous souscrivez à un abonnement, abonné, abonné, c'est le bon mot, oui, tout à fait. Donc que les abonnés aujourd'hui, on a pu, vu qu'on est passé partenaire Twitch, ça nous donne beaucoup de fonctionnalités supplémentaires, on en est très content. Et bien maintenant, vous n'avez plus les pubs Twitch, normalement. Donc si vous êtes abonné, dites-nous si c'est le cas effectivement, mais aujourd'hui dans ce mug et depuis un jour ou deux, vous n'avez plus les pubs en début d'émission. Voilà, donc je sais que c'est quelque chose qui peut être important pour certaines personnes de se couper de la publicité et que ces personnes-là sont prêtes à payer tout en soutenant la chaîne. Donc on vous en remercie vraiment beaucoup parce que c'est très très chouette pour nous, ça nous permet de continuer, ça nous permet d'embaucher. Typiquement, ça va me permettre l'année prochaine, moi, d'être beaucoup plus présent sur Nowtech, de faire plus de vidéos. Donc voilà, vous avez maintenant cette fonctionnalité du fait que si vous êtes abonné, même avec un Twitch Prime notamment, vous n'avez plus les publicités en début d'émission. Voilà, moi j'ai la pub. Alors oui, parce que Luther Jazz, tu n'es pas abonné. Voilà. C'est lequel moyen qui vous rapporte le plus dans nos aides ? Je pense que c'est Patreon, qu'on a lancé depuis pas longtemps. C'est le Patreon qui rapporte, je pense, enfin qui prend le moins de commissions dans tout ce qu'on a. Jérôme, dis-moi si je me gourre, mais il me semble bien que c'est Patreon. Voilà. Tu as eu une pub aujourd'hui et tu es Prime Gaming. Alors peut-être que les abonnés Prime ont la pub quand même, je ne sais pas. Normalement, non. Guki Vaia, enfin Vaia, c'est les abonnés. Avant, les abonnés avaient, je crois, quand même de la publicité. Bon, bref, à triple confirmer, mais je n'ai jamais eu les pubs depuis que je suis sub Twitch avant que la chaîne soit partenaire. D'accord. Mais quand tu es abonné, tu n'as jamais de pub, c'est le principe. Ouais, y a on veut pas mettre des étoiles dans les yeux, ni à moi, ni à vous, mais il y a de grandes chances qu'effectivement je fasse de plus en plus de vidéos, surtout l'année prochaine, sur Nowtech. Mais à prendre avec des pincettes, vu la situation économique, et surtout la situation sanitaire. Voilà, on y va doucement. Bref, on va avancer, mesdames et messieurs, et on va passer à la tartine. C'est une tartine Adobe avec les nouveautés et surtout des nouveautés photos, et je voulais vous en parler et ça va être chouette. Alors effectivement, Jérôme, il répond un peu à la question. Il dit, il n'y a pas vraiment de canal le plus rentable, contribuer où ça vous arrange le plus. J'ai envie de vous dire que si vous nous regardez beaucoup sur Twitch, contribuez plutôt sur Twitch. Clairement, ça sera... merci d'ailleurs FRJ, j'avais pas vu que tu avais pris un Prime. Merci à toi. C'est très sympa. Merci beaucoup. Oui, si vous nous regardez par exemple beaucoup sur Twitch, prenez un abonnement Twitch. C'est le plus cool pour vous, clairement. Ça nous soutient énormément et c'est le plus cool pour vous parce que vous aurez tous les avantages d'être abonné, notamment si pas... Enfin bon, bref. Voilà, vous avez les émoticônes, vous avez plein de choses qui seront chouettes et qu'en plus on risque de débloquer petit à petit. Donc je pense qu'effectivement pour les gens qui nous suivent sur Twitch, c'est le plus intéressant. On va faire donc une tartine sur Lightroom. Lightroom qui a été mis à jour, enfin Lightroom et toute la suite Adobe. Alors Photoshop, il y a énormément de nouveautés, mais on va pas trop en parler parce que j'utilise pas du tout Photoshop, donc problème réglé. Mais ils ont rajouté énormément de choses sur Photoshop pour les personnes qui n'utilisent pas Photoshop. Je vous fais un gros récap, mais en gros, ils ont fait une fonctionnalité pour remplacer le ciel dynamiquement. On avait déjà ça sur des logiciels comme
Comme Luminar, hein, c'est bien Luminar. Oui, c'est Luminar, tout à fait. On a des filtres. Alors, c'est assez rigolo ce qu'ils ont fait, mais ils ont fait des filtres pour retoucher la peau, retoucher la lumière et tout ça. Je vous montre un petit peu ça quand même. Hop, on va passer sur ça. Voilà, ils ont fait des filtres, comment dire, avec l'intelligence artificielle notamment, donc le remplacement du ciel comme ça. Bon là, ça fait très cheap, mais ça peut vraiment bien marcher. Ils ont fait ça aussi avec les portraits. Regardez, on peut changer maintenant la direction du visage. On peut changer vraiment la forme des visages. Donc c'est très bizarre un peu. Mais j'imagine que pour certains usages, certains shootings peut-être ratés ou une photo qu'on a vraiment envie d'avoir mais où le visage n'est pas parfait, on va pouvoir le changer. Alors certains vont dire mais on perd tout le travail des photographes de travailler avec les modèles et tout ça parce que si on peut corriger dynamiquement le visage, ce genre de choses, ben, on perd tout ce qui fait le travail d'un photographe. Moi, comment dire, de toute façon, moi, je m'y attendais à ce qu'avec l'intelligence artificielle, on arrive à ce genre de fonctionnalité-là. C'est juste que ça fait un peu bizarre, c'est un peu creepy, je vous l'accorde totalement. Le fait de pouvoir retoucher par exemple la lumière, l'éclairage d'une scène, effectivement, c'est des choses qui remettent un peu en cause, hein, il faut bien l'avouer, le travail sur la lumière d'un photographe. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui a été travaillé, c'est des questions qu'on peut aujourd'hui effectivement se poser de plus en plus. Mais de toute façon, l'intelligence artificielle arrive de plus en plus. Donc, voilà, ça arrive. Donc, j'ai pas envie de faire mon vieux con et de dire ah, mais c'est un scandale de pouvoir faire ça. C'est là. Ça va être de plus en plus le cas. Donc, autant regarder comment ces usages vont être utilisés par les photographes. Il y a beaucoup de choses qui ont été effectivement donc rajoutées sur Photoshop. Mais moi, je voulais vous parler. Bah, typiquement, là, on a une différence au niveau de. Je vous zoome un petit peu la fenêtre. Mais là, typiquement, on peut changer ici l'éclairage d'une scène. Hein. Vous voyez qu'il y a des choses qui changent. La lumière, par exemple, domine ici sur la gauche. Là, elle domine plutôt sur la droite du visage. Donc, il y a plein de choses. Ici, typiquement, sur ce portrait, on le voit beaucoup. Ça, c'est la photo originale. Ça, c'est la photo retouchée avec un éclairage qui est beaucoup plus sur la droite ici. Donc, c'est deux photos avec deux ambiances différentes. Hein. Celle-là est beaucoup plus contrastée, celle-là est beaucoup plus douce, je trouve. Mais on peut donner, il y a des filtres créatifs, ça toujours sur Photoshop, hein, tout ça, pour avoir des choses qui ont l'air plus crayonnées, coloriser une photo en noir et blanc. Enfin, il y a énormément de choses qu'ils ont rajoutées sur Photoshop. Donc, si vous êtes un gros utilisateur, bah, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Hein. Le rajout de ciel, bon là, c'est très kitsch. Mais voilà, je regarde un peu la chatroom. Ils ont mis à jour aussi l'outil pour détourer, qui effectivement a l'air de quand même plutôt bien marcher. Tout amélioré avec de l'intelligence artificielle, le détourage, Ouais, bon, ça c'est ok, très bien. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui ont été rajoutées. Moi, je voulais plutôt vous parler de Lightroom. Lightroom, ils ont ajouté un maximum de choses, notamment l'Advanced Color Grading. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite sur Lightroom. Mais en gros, ils ont ajouté un panneau que les gens attendaient depuis un moment. Alors attendez, je vous ouvre Lightroom immédiatement. Voilà. Donc là, on est sur mon Lightroom à moi. C'est l'ajustement des couleurs. Avant, l'outil qui était sur Lightroom était vraiment pas terrible. Ça s'appelait le split toning. Il permettait pas un contrôle très poussé des couleurs. C'était pas trop mal, mais c'était pas terrible. Donc là, ce qu'ils ont rajouté, c'est effectivement la possibilité de gérer. Donc c'est ce qu'il faut regarder à droite, hein, pour ceux qui voient pas de quoi je parle exactement. C'est ce qu'on a sur tous les logiciels professionnels pour faire de la retouche de couleurs, hein, professionnelle. Et donc là, on va pouvoir, par exemple, si je veux que dans les ombres de l'image, donc ça veut dire les ombres, ça va être les coins, genre notamment en bas, potentiellement un peu sur la droite, quoi qu'on est plus dans les tons moyens. Mais si je veux, par exemple, rajouter une teinture un peu verdâtre dans les ombres, je peux monter le vert ici. Donc vous voyez que ça donne une teinture très verdâtre sur les parties les plus sombres de l'image. Si sur les hautes lumières, je veux donner une teinte un peu bleutée, je peux le faire. Donc là, on a une teinte un peu vert-bleu, un peu creepy. Si sur les tons moyens, je veux aussi monter, par exemple, je sais pas, le vert, on peut le faire, donc donner une teinte très verdâtre. On peut donner aussi une teinte un peu rouge-vert-bleu, comme ça, qui peut être un style photographique, hein, qu'on peut avoir envie de donner, une teinte un peu plus violette. Enfin voilà, là, ça permet d'être extrêmement précis et créatif sur les couleurs qu'on veut donner.
Donc ça, voilà, l'ajustement de couleur, c'est le panneau qui a été rajouté. Et c'est les roues chromatiques sur Lightroom, exactement. C'est quelque chose qui va beaucoup parler, hein. Là, on a le choix entre les ombres, les tons moyens, les tons clairs. On peut faire une teinte globale qui va être potentiellement, dans, je pense, au moins la moitié des cas, c'est ce qui va être le plus utilisé parce que généralement, on veut donner une teinte un peu globalement à une image, mais effectivement, le fait d'avoir quelque chose de poussé comme ça, c'est génial parce que ça nous arrive quand même très souvent quand on retouche des images d'avoir ce besoin de retoucher spécifiquement des tons moyens, des ombres, des hautes lumières. Enfin, ça arrive très très souvent et j'ai envie de dire d'autant plus sur des photos extrêmement contrastées. Ils ont aussi géré la notion de fusion, de balance. Alors la fusion, c'est le simple fait de soit il y a comment dire, soit en gros les ombres vont être très mise en avant, les tons moyens aussi, les autres lumières aussi, séparés un petit peu dans la retouche. Soit ça va faire quelque chose de beaucoup plus doux et harmonieux. Alors il l'explique bien sur l'article que je vais vous réouvrir parce que ça sera beaucoup plus clair qu'une explication comme ça. En gros... Ah merde, si, il est là, pardon, excusez-moi. En gros, typiquement, là, voilà. Ça permet de faire ça. Est-ce que je vais la voir? Là, typiquement. En gros, le fait d'avoir du blending, donc cet outil-là, soit effectivement, quand vous le mettez au maximum, la fusion, ça fait en sorte que la teinte que vous allez donner va être un peu plus fondue et harmonieuse au travers de toutes vos couches, c'est-à-dire les basses lumières, comment dire, les médiums et les hautes lumières, alors que si vous définissez ça uniquement au minimum, là, vous voyez que c'est uniquement les hautes lumières qui sont concernées et moins les basses et les médiums. Donc ça permet en fait de séparer les couches. Voilà, c'est mieux dit comme ça permet de séparer les couches. Autre fonctionnalité qu'ils ont mis sur Lightroom, c'est un watermark graphique, donc de pouvoir mettre, alors on vous le redira jamais assez, évitez les signatures avec votre nom de photographe, mais typiquement un petit logo très léger, en opacité extrêmement légère, ça peut être cool et c'est quelque chose qu'ils ont rajouté. Ils ont ajouté quelque chose que je trouve extrêmement pratique, c'est les versions automatiques. Typiquement quand vous travaillez sur une image, vous avez maintenant dans les versions, vous avez une gestion automatique des versions en fonction de là où vous allez la travailler. Alors là, j'ai pas d'exemple précis, mais typiquement, vous travaillez une photo sur votre iPhone, sur votre Android, vous revenez sur votre ordinateur, ça va générer des versions automatiques de votre photo. Et c'est quelque chose de vraiment très, très, très chouette que ça soit généré automatiquement maintenant. Typiquement, il y a des versions automatiques qui ont été générées sur ce portrait de ma pote Mélanie. Si je dis pas de bêtises, voilà, il y a plusieurs versions qui ont été générées automatiquement. Ça, c'est la version originale. Et vous voyez qu'il y a des versions qui ont été générées 21h05, recadrage, 22h42, mise à jour de la lumière, enfin, travail sur la lumière. Et ici, typiquement, recadrage. Donc voilà un petit peu cette fonctionnalité automatique. Moi, c'est vraiment quelque chose que je trouve très, très, très chouette. Hop. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'ai trouvé génial? C'est la possibilité de suivre des photographes sur Discover, d'explorer beaucoup plus cette partie-là. Donc le Discover, c'est un peu le réseau social que Lightroom est en train de mettre. C'est chouette parce que ça peut être une alternative à Instagram très intéressante pour ceux qui ne connaissent pas tout ça. Moi, j'ai commencé à publier des choses aussi sur mon profil Lightroom. Mais en gros, ça permet de suivre des gens, typiquement Peter McKinnon que j'ai suivi. Mais vous avez des photographes que vous aimez bien. On va essayer de trouver une photo de rue que je trouve chouette. Voyons voir un petit peu. Alors attendez, on va trier par photo de rue. Si vous connaissez pas tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore, hein. Moi, j'ai beaucoup... où est-ce qu'est la rue? Mode, beaux-arts, alimentation, nuit, nature morte... merde, urbain, voilà. Donc urbain, putain, cette photo elle est rigolote, elle est pas mal. Urbain, typiquement laquelle me plaît bien là. Bah tiens, celle-là elle est très très chouette. Donc là on a Mehdi Inda Street, et ben on peut suivre cette personne sur Lightroom et voir ses nouvelles publications au fur et à mesure qu'il poste des choses. Et là, voilà, et c'est pour ceux qui connaissent pas tout ça, alors ça c'est pas nouveau, mais Lightroom a mis en place cette fonctionnalité, on peut voir les retouches petit à petit
que les photographes ont fait de leurs photos. Et c'est très très cool pour apprendre et voir ce qu'ils ont fait. Donc là, il y a de la correction, hein, typiquement. On voit petit à petit, à la fin, on a la photo finale. On peut enregistrer ce preset aussi, donc on peut réutiliser ce que les gens ont fait. Donc voilà, moi, c'est des choses que je trouve archi cool. Hop, qu'est-ce qu'il y a comme autre nouveauté? Alors oui, je parle un peu des nouveautés et après je lis la chatroom. Donc il y a ça. Il y a une fonctionnalité que je trouve marrante. Alors malheureusement, je ne peux pas vous la montrer parce qu'elle n'est elle est que sur téléphone. Ou sur la version web de Lightroom, mais elle n'est pas sur l'ordinateur. C'est la possibilité, je vous le montre ici, que Lightroom choisisse automatiquement les meilleures photos d'un album Lightroom. Alors je l'ai essayé. C'est marrant parce que ça trie certaines photos et ça met en avant certaines photos que moi j'ai faites que je pensais pas être les meilleures, mais Lightroom considère que ce sont les meilleures. Alors on n'a pas d'infos sur l'algo exactement, mais j'imagine qu'il se base sur ce que les gens, sur toutes les données collectées par les photographes, les photos les plus plébiscitées, etc. Donc ça se base sur de l'intelligence artificielle, mais ça permet de choisir automatiquement les meilleures photos. Après, il y a un gros débat à avoir sur ce genre de fonctionnalité parce que qu'est-ce qu'une bonne photo? Et faire attention à ce que les photos ne tombent pas dans des standards de beauté de photo, ce qui fait qu'il n'y a qu'un type de photo qui va ressortir et pas d'autres. Alors que justement, ce qui fait que certaines photos ont marché, c'est le fait de casser les codes, de ne pas respecter ce qui a été établi. Hein, donc voilà. Il y a des améliorations de performance sur Lightroom classique. Alors moi, je n'utilise pas du tout Lightroom classique parce que j'aime beaucoup l'ergonomie du Lightroom, du nouveau Lightroom, plus toute cette synchronisation qu'on a et la même façon d'utiliser l'interface entre tous les appareils. Hein. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà en gros pour cette tartine et ces nouveautés sur Lightroom suite à Lightroom Max. Mais il y a notamment un truc que je vais vous montrer que j'ai adoré, qui n'a pas été mis en avant, mais que je vais vous montrer tout de suite avec justement la photo, avec un ami à moi, photo qu'on a fait, une petite photo d'Urbex qu'il faut que je retrouve. Elle est là. Typiquement, je vous ouvre Lightroom immédiatement. Hop, s'il veut bien... Voilà, revenir. Alors, je vais désactiver l'ajustement de couleurs parce que j'aimais bien les couleurs comme elles étaient ici. Une fonctionnalité qu'ils ont mis en place, un truc qui me gênait énormément quand j'étais en mode pinceau. Donc, le mode pinceau, c'est le mode qui permet, vous savez, de retoucher spécifiquement des endroits d'une image. C'est le fait que quand on va... on se met dans le mode pinceau. Et là, on peut plus zoomer avec le curseur de la souris spécifiquement dans une image, donc c'était très chiant. Alors, c'est peut-être moi qui suis débile et j'ai pas vu cette fonctionnalité avant, mais donc dites-moi dans la chatroom si je l'avais juste pas vu, parce que j'avais vraiment pas le souvenir d'avoir vu un truc comme ça. Mais maintenant, on peut appuyer sur CTRL, et le fait d'avoir CTRL, ça ouvre ce curseur-là. Vous voyez mon curseur là, donc je le mets au-dessus de la tête de mon pote, et ça permet de se sélectionner un endroit sur lequel on veut que ça zoome. Donc par exemple, moi, sur cette photo, j'ai envie de remonter un peu les tons sur mon pote. Donc ce que je fais, c'est que je fais CTRL, je zoome et ça me permet de zoomer spécifiquement sur lui. Et ensuite, je vais aller remonter un petit peu l'exposition sur lui pour le faire ressortir un petit peu plus. Alors, il faut le faire avec finesse, hein, évidemment. Mais ça me permet de remonter un petit peu, voilà, tout ça. Remonter un petit peu là. Rattraper un petit peu, rattraper son t-shirt. Hop, voilà, ce genre de choses. Encore un petit peu ici et là. Donc ça me permet de le faire ressortir parce qu'il est quand même dans un endroit qui est moins exposé que le reste de la photo. On peut appuyer sur la barre d'espace pour bouger dans l'image. Donc ça pareil, je pense pas que la barre d'espace ça a été rajouté, mais c'est un truc que j'ai découvert récemment, donc j'en suis très content. Et ensuite, on peut revenir à l'image et vous voyez que... donc là, j'ai rajouté de la lumière. Donc si ça, j'enlève, vous voyez un petit peu le... Là, c'est le avant, là, c'est le après. C'est fin, hein, c'est pas forcément... on voit pas forcément de loin la différence, mais si je baisse là et que je remets, on voit que la lumière rajoutée sur lui était vraiment nécessaire. Enfin bref, on va pas faire une retouche. La tartine sponsor par Adobe. Non, on n'est pas sponsor. C'est juste que c'est des outils que j'aime bien et j'avais envie d'en parler. J'avais envie de parler de toutes ces nouveautés.
Il me semble, oui, en tout cas, c'était déjà le cas avant, en tout cas sur la version classique, OK Niarki. Bah, tu vois, je savais pas si c'était. Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas vu cette fonctionnalité, donc je me demande s'ils l'ont pas rajouté récemment, s'ils n'ont pas fait la mise à jour. Voilà. Voilà pour cette tartine. Je vous propose. Oui, si, j'ai vu le smiley, le tutoriel, mais je préférerais en parler. Je vous propose qu'on passe au cornfax. Et puis voilà, c'est parti. Alors tu dis, les tarifs sont quand même élevés, surtout quand on veut utiliser qu'une seule application Adobe. Je trouve ça assez raisonnable quand tu veux utiliser uniquement Lightroom ou Lightroom et Photoshop. Parce que Lightroom, tu payes pour 1 Tera de stockage, tu payes 10 € par mois normalement. 1 Tera et Lightroom, je trouve que pour le 1 Tera de stockage et tout ça, c'est plutôt correct. On va pouvoir faire du Orange and Teal sans galérer comme avant. Tout à fait, Manuel. Ouais. Depuis la mise à jour iPadOS 14.1, Twitch fonctionne en mode zombie. Tu es obligé de supprimer des apps ouvertes pour qu'elles s'arrêtent. J'ai pas compris. Ah, ok, ça reste en fond. Ok, peut-être. Comme Jérôme qui avait installé Tinder, je me suis sacrifié pour tester Facebook Dating, mais ça marche pas chez moi. D'accord, ok. Cryptage, tu nous dis, ça sort quand? C'est déjà le cas, hein, Lightroom, si tu parles de ça. Lightroom iPad aussi, tu as l'abonnement pour 5 € par mois. Ok. Ok. On en parle des prix de résiliation de chez Adobe. Alors, de quoi tu parles, c'est en magique? Je veux bien un petit peu plus de news. J'utilisais le système d'iOS pour modifier les photos et tester Lightroom. Lightroom est nettement au-dessus. Ah non, mais c'est incomparable. Lightroom est un super logiciel. Moi, ça me dérange pas de payer pour Lightroom, malgré le fait que niveau vie privée, c'est pas le top du top. On sait qu'Adobe récolte des données. Mais comme c'est une utilisation professionnelle, j'accepte plus le compromis. Pour une utilisation ponctuelle, pour traiter des photos de vacances une fois tous les 6 mois, c'est cher. Bien sûr, mais moi je veux gagner de l'argent avec mes photos. Et j'en gagne déjà. Pas beaucoup, mais j'en gagne déjà avec mes photos. Donc pour moi, l'utilisation de Lightroom est une utilisation totalement rentable. Par contre, j'ai envie de vous dire que si vous faites de la retouche photo très occasionnelle, ne payez pas pour du Lightroom, quoi. Adobe, tu es engagé au minimum 1 an. Alors oui, mais si vous contactez le service après-vente d'Adobe, moi je sais qu'ils avaient été cool et qu'ils m'avaient annulé l'abonnement en milieu d'année. Donc tentez le coup. Adobe n'est pas une entreprise si fermée que ça. Vous pouvez tenter le coup. Lightroom, retouche photo, Photoshop c'est plus profond. Ah oui, non, Photoshop ça n'a rien à voir, ouais. Tu peux modifier les photos, ajouter des éléments, faire des montages, je pense que c'est ça. Ouais, mais c'est juste que j'ai pas le courage d'apprendre Photoshop en ce moment. Voilà, je fais déjà 1 milliard de trucs, donc j'ai pas du tout le courage et je me limite à Lightroom. J'ai une question qui me turlupine. Comment font les youtubeurs pour maintenir leur iPhone à la verticale posé sur une table pour les filmer? À part avec des super pouvoirs. Bah, t'as des coques qui permettent de faire ça et faire Jess. Tu as des petits supports aussi qui coûtent pas très cher et qui permettent de faire ça. Après, tu peux avoir des systèmes de trépied et alors, comment ça s'appelle, Jérôme? Là, tu vas m'aider. Le clip. Je me rappelle plus de la marque qui fait une sorte de petit clip qui permet de d'étendre et de fixer un smartphone dedans. Donc, Jérôme qui dit secret de fabrication. Je me rappelle plus exactement du nom du truc, mais on a fait le test sur Nowtech. Hein. On a fait le test, pardon. Je prends une dernière question et puis après je vais y aller parce que je vais au boulot juste après. Je demandais la différence entre ces deux logiciels. Ah oui, non, ça n'a rien à voir. Photoshop est beaucoup plus poussé. Lightroom a vraiment une ergonomie pour du développement photo, alors que Photoshop a une ergonomie pour de la retouche poussée de photos. Nowtech Dating, je pense que ça sera le prochain truc qu'on va lancer, tout à fait. Karina qui dit tu le poses contre la boîte du smartphone et tu fais en sorte que ça se voit pas. Exactement. De toute façon, tout ce qui est derrière une caméra ne se voit pas. Donc vous pouvez avoir le setup derrière vous le plus nul, enfin derrière la caméra le plus nul, on s'en fout. C'est pas ça qui compte. Pour un usage irrégulier, Darktable est très complet. Tout à fait. Roue chromatique depuis des années est totalement gratuit. Exactement. Bon, écoutez les gens, on va arrêter le live là. Merci à tous d'avoir été présents. On se retrouve peut-être ce soir pour un gravier, pour jouer un petit peu avec Jérôme et Yanis, mais c'est pas sûr à 100%. Et puis, Jérôme a fait une vidéo, il explique comment mettre de la pâte à modeler derrière le smartphone. Ok.
Celle-là, je dois avouer que je pense que je l'ai loupée. Bref. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Peut-être à ce soir pour un live Twitch. Peut-être que Jérôme va faire du Bert aussi, je ne sais pas. Et puis, bah écoutez, on se retrouve lundi pour le stream photo. Des bisous tout le monde. Ciao, ciao. C'est pas du tout le bon bouton. Et excusez-moi, c'est parti pour le générique de fin.